t'as bien fait de parler d'Interopod. Je t'avoue que j'avais les yeux un peu plus rivés sur Aoba ITF, sur Panis, Bien etc. sûr. Donc j'ai un peu moins vu la performance de ces voitures. Alors que pourtant on les voit avec leur livrée un peu cracra. Mais Oh non, j'aime bien moi. ouais. En tout cas, le 21 juillet, je sais que vous êtes fan d'endurance, mais je vais pouvoir commenter mon premier Grand Prix de Formule 1. Alors voilà, je voulais le partager Mais avec non, vous. tu te souviens précisément l'endroit où tu étais. Tu sais, c'est Mais comme le 11 voilà, septembre ou la mort de Michael Jackson. C'est le j'y moment où j'ai étais. appris le classement final de la manche Imola à 4 heures ELMS. Je me souviens où j'étais. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur en chef d'Endurance Mag et mon acolyte évidemment, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. 23e numéro, oui, de notre podcast et on va revenir sur les 4 heures d'Imola, la 3e manche de la saison 2024 d'European Le Mans Series, un retour en piste pour d'ailleurs certains concurrents LMP2 et LMGT3 après les 24 heures du Mans, donc c'était l'occasion aussi de retrouver une piste que l'on aime bien, les 4 heures d'Imola, là, un circuit vraiment très vallonné, un circuit en plus qui est visité 30 ans après la disparition d'Ayrton Senna, enfin voilà, il y avait tout un contexte, c'était assez intéressant et il faisait très chaud en Émilie-Romagne. On a vraiment souffert à ce niveau-là. La course a été quand même relativement animée. Ouais, carrément, course très animée. Voilà, le format court de l'ELMS avec des manches de 4 heures par opposition aux 6, 8, 10, 12, 24 du WEC. Ça pourrait apparaître comme du sprint. Alors, c'est du sprint, mais quand même, il y a de quoi développer de la stratégie. Et effectivement, assez animé. Alors, dans cet épisode, nous allons parler du vainqueur de la course qui finalement n'est plus vainqueur. Aïe. Du LMP3 qui est invisibilisé un peu, on va pas se mentir, on n'a pas trop pu voir tout ce qui se passe alors qu'il y a plein de choses à dire. Et la catégorie GT avec le retour des femmes, je sais pas comment on pourrait dire, mais le retour à la victoire, quoi, à la première place. Exactement. Retour sur la plus haute marche. Et donc, dans l'Endurance Club, et ben voilà, justement, il y a eu le teaser de Geoffroy. Et nous, on va vous donner des chiffres, des infos insolites, des statistiques. On va continuer, en fait, tout simplement, de vous permettre de encore mieux connaître ce monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Alors, on va commencer peut-être par cette victoire qui n'en est pas une, mais qui finalement en est une. Alors sur la piste, c'est Panis Racing qui a réussi à s'illustrer. Après 4 heures de course, Charles Milesi avait réussi à mettre la voiture avec une dizaine de secondes d'avance sur la voiture en deuxième position, celle de Louis Delettra. Et Panis Racing qui aurait dû retrouver la victoire depuis Monza 2021, c'était déjà en Italie, a été pénalisé à 19h04. On a appris donc que cette voiture n'était plus sur la plus haute marche du podium, mais bien en 5 ou 6e position. Écoute, voilà, il y a eu pas mal, comme tu dis, de pénalités post-course. Bon, ce qui nous intéresse avant tout, parce qu'effectivement, il y a le résultat final où, si on regarde la feuille de temps, c'est Aoba ITF qui gagne. Oui. Mais si on va un peu plus loin que le résultat brut, et si on s'intéresse à la course en elle-même, et c'est ce qui nous intéresse, nous, dans l'Endurance Club, ça a été effectivement une très belle prestation de Panis Racing. Donc si on met de côté cette accélération qui apparemment n'était pas au bon moment, Alors, a lors d'un full priori, course, ouais, c'est sur un full course yellow, 7 dixièmes de seconde d'avance. Donc ça peut arriver parce qu'on sait qu'on a une tolérance. Il y a un décompte qui est fait par Eduardo Freitas, le directeur de course, qui est retransmis aux ingénieurs qui eux-mêmes le donnent aux pilotes. Et donc à 7 dixièmes de seconde près, il y a eu cette anticipation. Ok. Sauf que lors d'épreuves précédentes, alors je ne me souviens plus exactement quand est-ce que ça s'était passé, mais les pénalités étaient différentes. Là, en l'occurrence, on a traduit une Oui, pénalité d'arrêt, de un passage drive-through. obligatoire par Ouais. l'arrêt des stands, voilà, de drive-through, en 35 secondes, alors que parfois c'était 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes. Et c'est vrai que chez Panis Racing, on n'était pas forcément très heureux de cette pénalité, parce que s'il y avait eu moins de pénalités en termes de secondes, ils auraient quand même gardé la victoire. Je suis pas sûr que cet avantage de 7 dixièmes, comme tu le dis, ait été décisif dans la recherche dans l'obtention de la victoire. Autant on le dit souvent, la victoire se joue à des secondes dans les stands, sur la piste, à des erreurs, etc. Là, on sait apparemment d'où vient le problème. 7 dixièmes au moment d'un full course yellow, je suis pas sûr que ça valait une pénalité aussi sévère. Mais bon, après, il y a une règle, il y a un Ouais, règlement, et voilà.
c'est sûr, c'est compliqué à chaque fois le full course yellow parce qu'il y a une petite tolérance et donc on sait que tous les pilotes essayent d'anticiper le maximum leur relance pour soit Bien sûr. dépasser, soit ne pas se faire dépasser. Après, ce que l'on a vu aussi dans cette course de 4 heures, on a compris que dans une phase de full course yellow vers midi 11h49 je crois avec Sarah Bovy au volant de la Porsche des Iron Dames, il y a eu une faute comparable. Sauf que c'était au début de la neutralisation full course yellow où Sarah Bovy a eu du mal à ralentir Oui. au bon moment. Et là, pour le coup, c'était 10 secondes de pénalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on met 10 secondes d'un côté et pourquoi on met 35 secondes de l'autre? Bah, t'as le numéro d'Eduardo? Mais non, mais c'est même pas lui. En fait, il y a vraiment deux Ah choses. oui, C'est-à-dire c'est qu'il y a la oui, direction oui. de course et Ouais. il y a le Et puis, collège des commissaires. Et en fait, les deux sont indépendants. Donc, on a tendance à dire, ah, la direction de course, ils ont fait ci. Non, la direction de course, ce sont eux qui gèrent tout ce qui est sécurité, la réparation des rails, la gestion des différents éléments du full course yellow, du safety car, du virtual safety car, de la relance, de tout ce que hmm. tu veux. Et par contre, tu as le collège des commissaires qui, eux, sont indépendants. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas très constants et je ne sais pas pourquoi et je ne saurais pas l'expliquer. Bon, en tout cas, c'est vrai que enfin, comment dire, on n'aime jamais trop quand tu as un vainqueur le dimanche sur le podium avec les combis pleines de champagne et que le lundi, tu regardes Twitter et tu vois que c'est un autre vainqueur. Il y a toujours un côté un peu, tu vois, Tu c'est sais pas que je l'ai, top tu pour le sais comment je sport l'ai et pour appris? l'épreuve, quoi, d'avoir ce. Non, mais Dis-moi. tu sais On se comment je l'ai souvient, appris? tu te souviens précisément l'endroit où tu étais. Tu sais, c'est Mais comme le 11 voilà, septembre ou la mort de Michael Jackson. C'est le j'y moment où j'ai étais. appris le classement final de la manche Imola à 4 heures ELMS. Je me souviens où j'étais. Et ben voilà, et ben en fait j'étais en train d'aller rejoindre ma voiture, je venais de finir de manger, il était 21h quelque chose, et en fait je croise un mécanicien qui d'ailleurs a remporté le Pit Stop Challenge, on en parlera, de chez Ultimate, et il me dit bon bah t'as vu hein, finalement Deletra a gagné. Je dis Deletra a gagné, c'est-à-dire? Et ben en fait il y a une pénalité et sur un full course yellow la voiture de chez Panis elle a pas réussi à gérer machin etc. Et là, je dis, mais c'est pas vrai, c'est ce que tu as expliqué là à l'instant. Le classement final, avec toutes les photos qui ont été prises sur le podium, etc., sont toutes fausses, toutes mettre à la poubelle. Alors, tu vois, c'est ça aussi, je sais que c'est un détail, mais pour les fans, c'est compliqué. Moi, je finis le live en disant, ah, Panis Racing victorieux depuis 2021, c'était pas arrivé. Deuxième victoire en ELMS. Et puis, à Spa-Francorchamps, si des auditeurs n'écoutent pas Endurance Club, évidemment, eh ben, ne savent pas et arrivent et ils se disent mais je comprends pas pourquoi ils ont que 25 points Panis, ils n'avaient pas déjà gagné. Tu vois donc ça crée un trouble et ça c'est vraiment vraiment pénible et je ne sais pas s'il peut y avoir une façon différente de faire. Mais Et, quand on a un classement qui n'est pas le bon le dimanche soir ou le lundi matin, c'est quand même extrêmement, pour moi, extrêmement frustrant. et encore, là, on est sur sur un déclassement. Donc pour être complet, du coup, la voiture de Panis Racing, la 65 termine 5e au classement final définitif avec les résultats Final Classification. Et D'ailleurs, encore, un appel qui ne peut pas là, être on est fait. sur une décision qui tient aux limites de piste et ou, là, en l'occurrence, au non-respect de la procédure full course yellow. Mais Oh, il y en a eu des on est même pas pénalités. sur une voiture qui n'est pas conforme. Il y a ça Non, aussi, c'est tu sais, vrai. parfois. Ça, Alors, il y a eu des ouais. pénalités en fait ici à Imola pour dépassement sous drapeau jaune, pour les temps de roulage, pour les track limits, pour les vitesses sous full course yellow. Ça a été fou. Et par contre, comme tu dis, il n'y a pas eu d'irrégularité comment dire, au règlement au niveau de la technique. Parce qu'on a eu ça aussi pendant quelques. Enfin, j'ai plusieurs souvenirs en tête. De mémoire, j'ai un Audi 2016 en WEC, Oui. Silverstone, où l'Audi R18, c'est la dernière Audi R18, la 2016, avant que le programme soit arrêté. Celle qui, soit on adore, soit on la trouve vraiment dégueulasse. Euh, la voiture qui finalement finit sur le podium des 24 heures du Mans, puisqu'il y a une Toyota qui abandonne dans le dernier tour, vous vous en C'est souvenez? vrai, on s'en Et bah, souvient. cette Audi, de mémoire, alors là, je parle sous le contrôle, je ferai un petit insert, comme j'ai fait dans le dernier épisode, je crois, où il y a 2 semaines, j'ai fait un petit insert, j'ai rajouté Ah ma bon? voix pour préciser un truc. Bah, je vois que tu nous écoutes pas, c'est normal. Et oui, j'ai Mince, fait j'ai une petite écouté le début. précision. Et du coup, non, mais là, je le dis comme ça, tu peux vérifier si tu veux en parallèle, mais pour moi, 2016, Silverstone, je sais pas comment tu peux retrouver ça, sur... bref, non, c'est un petit private joke. Mais Audi gagnait et ils ont été déclassés parce que la lame avant, mais c'est le truc un peu classique qui arrive assez souvent en fait, hein, la hauteur de la lame était pas conforme et donc ils ont déclassé la voiture. Ce qui est pas un truc qui apporte un avantage décisif. Je me souviens de Tréluyer notamment, Benoît Tréluyer qui me disait on n'a pas gagné grâce à ça en fait. Hein. Alors, mais sauf que bah oui, la hauteur de la planche n'est plus la bonne
et il y a un règlement, et donc si tu le respectes pas, t'as une pénalité, t'acceptes les règles du jeu. Hein. Si tu Mais fais c'est du vrai que c'est sport dingue. auto, Et tu sais, t'acceptes les règles, mais voilà. c'était arrivé également il n'y a pas si longtemps en Oui, IMSA avec oui, la Porsche de Mathieu Jaminet qui en fait perd la exactement. victoire à Watkins Glen parce que la planche n'est pas à la bonne hauteur. Mais Et voilà, donne la après ça fait victoire à partie du jeu. BMW. Ouais, on a déjà parlé, c'est la seule victoire BM en hypercar qui est en C'est fait vrai. sur tapis vert parce que la fameuse planche devant est puis à la hauteur. Bref, tout ça pour dire que Alors voilà, que il y a... Porsche qui a hérité de la victoire à Silverstone, c'était pas la seule victoire, c'était pas la première pour Lieb, Liani et Dumas. Non, voilà, c'est ça. Mais tu vois, il y a ça aussi, il y a les conséquences. Je parle même pas, petite parenthèse, mais de la Ford GT de Ben Keating qui a été déclassée en GTE AM alors qu'elle avait gagné sur la piste pour taille de réservoir non conforme. Ah, tu vois, il y a souvent c'est et après enfin ça c'est comment dire, c'est toujours embêtant je trouve parce que ça envoie un message un peu, ça envoie une dissonance, tu vois, entre le résultat sur la piste, comme tu dis, les images, le podium et tout et tout. Je sais même pas dans les magazines, je t'avoue que j'ai pas feuilleté encore Auto Hebdo, mais est-ce qu'ils ont eu le temps de modifier? Oui, j'imagine, parce que tu dis que t'as eu l'info dimanche soir, donc c'est bon. Oui, Mais tu vois, ça envoie un signal un peu mauvais. Après, on peut pas vraiment faire autrement parce qu'il faut le temps de passer en revue les fameuses infractions, il faut le temps de vérifier les voitures après la course. C'est en fait, c'est plutôt le problème, c'est plutôt de faire un podium qui est 4 minutes après l'arrivée. C'est ça en fait, c'est que tout ouais, va pour tellement la vite. télé. Hmm. Ouais, parce que tout va tellement vite alors que potentiellement les voitures ne sont pas conformes et où il y a eu des infractions pendant la course, quoi. On va faire le podium, on va instaurer un Le podium soir, lundi. ouais, c'est ça, exactement. Non, mais bon, voilà. Donc, dommage, franchement, pour cette équipe qui avait bien roulé, qui a Ouais. signé la pole position grâce à Charles Milesi. C'est sa première depuis 2021 où il avait fait en fait un enchaînement. Je crois qu'il roulait pour Cool Racing à l'époque. Il arrivait en ELMS et bim, deux poles d'un coup pour Charles Milesi. Bah là, en fait, il a retrouvé la pole position. Arthur Leclerc fait le meilleur tour en course dans cette épreuve des 4 heures d'Imola. Très Il y a eu rapide, une hein, belle ouais. stratégie de la part de TDS et puis Manuel Maldonado sur le premier relais il a tout simplement creusé l'écart. Donc vraiment, c'était une course pour les trois pilotes, en tout cas dans chacun de leurs relais, qui a été clé et qui a été vraiment super important. Bah, c'est ce que j'allais te dire, Manuel Maldonado, le moins rapide du trio, mais il a fait son job, il a fait ce qu'on attend de lui. Effectivement, Charles Milesi, bah, je pense que sa vitesse, son talent n'est plus à démontrer. Malheureusement, on n'a pas pu assez s'en apercevoir aux 24 heures du Mans avec Non, l'aventure alpine qui s'est arrêtée trop tôt. Mais Charles Milesi, si vous suivez l'endurance et si vous vous intéressez à la discipline depuis quelques saisons, vous savez que c'est un pilote qui est très en vue. Et Arthur Leclerc, bah, discret, qui est... mais très rapide. Hein. Discret, mais très Exactement, rapide. ouais, Il est quand même champion du monde en LMP2, on le rappelle, hein, c'est vrai. avec l'équipe WRT. Donc c'est quand même un client. Et puis quand il est avec Paul Louchatin également, ben, quand ce sont des courses en WEC, d'ailleurs il sera au Brésil, hein, bien sûr. Paul Louchatin et Ferdi Habsbourg, c'est pas mal aussi. Hein. Et puis Arthur Leclerc, le nouveau venu dans l'épopée ELMS, Oui. qui fait carrément le job, hein. Il fait partie des 4-5 pilotes les plus rapides, donc il a de la vitesse, il a du rythme, comme tu l'as dit, il fait le meilleur tour en course. Et plutôt de belle manière, on va dire, hein, puisque voilà, c'est le seul à descendre en dessous de la barre des 1,32 au tour, donc voilà, grosse performance. Et il n'y a pas eu d'erreur. C'est dommage que ça soit pas récompensé, et voilà, on vient de revenir assez longuement, je pense, sur les circonstances qui Mm. amènent à une 5e place finale. C'est dommage parce que ça déroulait très bien, et comme on l'a déjà dit, en plus, Panis Racing, c'est une équipe qui est pas assez avec TDS, hein, c'est ça maintenant Oui. qui opère techniquement l'engagement. C'est une équipe qui, selon moi, a pas un palmarès qui reflète assez justement tout ce qu'ils font. Enfin, c'est quand même une équipe qui est présente depuis pas mal de saisons, qui est toujours aux avant-postes, qui se débrouille très très bien, qui là a un équipage avec une qualité vraiment reconnue. Et en fait, ils ont jusqu'à maintenant une seule victoire en ELMS, quoi. C'est dingue. Enfin, de se dire, voilà, ça prouve aussi que le field est très animé et qu'il y a beaucoup de concurrence, mais celle-ci, elle aurait vraiment fait du bien, quoi. Tu vois. Elle était méritée en tout cas. C'est vrai. Et on voit l'apport aussi de TDS. Tech 1 avec Bien Simon sûr. et Sarah Abadi était très fort aussi, mais on sentait que c'était peut-être avec un petit budget moindre et peut-être une façon de travailler un peu différente de TDS, Xavier Combet et Jacques Morello. On connaît évidemment leur Oui. talent et on sait qu'à chaque fois qu'ils font rouler un programme, ça va vite, ça va bien. Panis Racing quand même souvent sur les podiums hein, ces dernières années, mais comme tu dis, une seule victoire à Monza en 2021, ça remontait un petit peu, ils auraient pu avoir une deuxième victoire. Bon, il n'en est rien. En tout cas, on a un troisième vainqueur différent en trois courses en C'est ce que ELMS, ce j'allais qui veut dire. dire que Ouais, j'allais la t'emmener saison est quand même là-dessus. disputée. Voilà. Non, mais j'allais t'emmener là-dessus exactement. Que
même si ça avait été Panis Racing, de toute façon, ça faisait un troisième vainqueur différent en 3 courses. Donc, on a eu Cool Racing en début de saison, pour rappel, à Barcelone, où moi, je suis le premier à m'être dit ça. Ça allait dérouler. Oui. Finalement, non. Castellet, Inter Europol, on s'est dit, ok, les mecs, ils reviennent devant, alors qu'ils ont gagné les 24 heures du Mans l'année dernière. Ok, peut-être que maintenant, c'est eux qui vont être devant. Et là, on a Aoba ITF, donc troisième vainqueur. Moi, ce que j'ai vu en tout cas aussi, c'est que, parce qu'on va parler des places d'honneur, on a Vector Sport qui a quand même été un animateur aussi de la course. On a eu aussi Inter Europol où on les a vus quand même aussi plutôt bien. On a vu Luca Giotto notamment qui était assez efficace et assez incisif Assez en début chaud. de course. Ouais, par contre United pour moi est passé totalement au travers quoi. Complet. Ils avaient pas du tout le rythme ce week-end, c'était Ouais. incroyable. Et attends, moi je voudrais parler aussi d'Idexport. Enfin voilà, on a pas mal d'équipes à évoquer, mais Idexport, ils ont été gênés en qualif, donc notamment avec Rejad de Gérus, qui a été gêné par la voiture 37 de chez Cool. Et bah, en partant loin à Imola, on se facilite pas la vie. Honnêtement, à quelques dixièmes près, ça marchait pour être sur le podium pour Idexport. Ils se sont vraiment battus face à Vector, face à Inter Europol. Donc vraiment coup de chapeau à toutes ces équipes et forcément bah, c'est Aoba ITF qui s'impose. Alors sur tapis vert oui, mais ça Mhm. permet quand même à un certain Louis Delettra, j'avais sorti la stat Ouais, pendant le vas-y. commentaire, quatrième année consécutive qu'il s'impose avec une quatrième équipe différente, donc qui nous fait une Yannick Dalmas, mais lui c'est à l'échelle des championnats, c'est pas aux 24 heures du Mans, mais quatre équipes différentes donc pour Louis Delettra. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il roulait avec Ouais. Racing Team Turquie, qui était aussi opéré par TF. Mais ça fait quand même une bannière différente, en tout cas, pour cette équipe Aoba ITF. Et il n'y est pas pour rien dans ses bonnes performances. Je dois dire que comme Panis Racing, en fait, la clé, je crois, ce week-end, était d'avoir trois pilotes qui étaient vraiment dans le rythme, tous les trois. Je mettrais peut-être de côté Vector Sport où, bon, je vais pas féliciter Ryan Cullen, mais en tout cas, ils ont su rebondir comme il fallait avec le bon travail de Stéphane Riquelme et de Felipe Drugovich. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que chez Aoba ITF, chez Inter Europol, chez IDEX Sport, chez Panis évidemment, on avait vraiment trois pilotes qui à chaque fois ont rempli leur part du travail. Ouais, bah écoute, oui, je suis assez d'accord. Drugovic, quand même, tu passes un peu vite dessus, mais Ah ben enfin, incroyable. c'est pas un nom qu'on s'attendait à avoir cette saison. C'est quand même assez récent le fait qu'il débarque en endurance. C'est Et vrai, mais bon, d'un autre côté, c'est pas étonnant de voir des pilotes de monoplace de plus en plus nombreux parce qu'on a Frédéric Vesti, on a Drugovich. Alors là, ce week-end, on n'avait pas Ritomo Miyata qui était remplacé par Paul Louchatin, mais on a quand même de plus en plus de pilotes de monoplace oui. qui viennent garnir les rangs de l'endurance en fait. Bon, Paul Louchatin, on en parle un petit peu ou pas? Ah oui. Alors, il a été très rapide, Oui. mais de façon très courte malheureusement, Voilà. où ben voilà, il s'est retrouvé. Alors, il y a eu pas mal de problèmes avec le trafic quand même. On s'attendait à ce que ça soit une course Ouais. assez hachée, une course avec beaucoup de safety car, beaucoup de full course yellow. Il y en a eu, mais moi j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas eu tant que ça. Et donc finalement, ben, encore avec une voiture LMP3, il y a eu une incompréhension. Et en fait, au moment où Paul Louchatin, dans la première chicane, touche Belen Garcia, la direction se casse et il ne peut plus rien faire. Il va tout droit dans le mur de pneus, exactement finalement à Tamburello, à l'endroit où Ayrton Senna, 30 ans plus tôt, avait tapé. C'est dommage parce que il était remplaçant, comme tu l'as dit, il remplaçait Ritomo Miyata ce week-end. Et voilà, là pour le coup, enfin, on va pas le charger, hein, c'est pas de sa faute entre guillemets. Enfin, c'est un incident de course, comme on dit, c'est la course. Oui, voilà, Euh, incompréhension voilà, entre deux voilà. pilotes, quoi. Mais c'est marrant parce que, alors, ouais, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais tu sais, quand il y a eu la manche WEC à Imola, je sais qu'il y a pas sur les réseaux notamment, avant la course, sur les réseaux sociaux, pas mal de gens commençaient déjà à pleurer en disant que ça allait être une purge et que le circuit est tellement étroit qu'il allait y avoir des incidents tout le temps, etc., etc. Force est de constater quand même que là, ça a été plus animé, je trouve, qu'en WEC, ou alors c'est parce que ma mémoire est un peu sélective, mais Ah ouais, tu trouves? Ah euh, non, moi j'ai trouvé que c'était aussi animé. Alors il n'y a pas eu la pluie, hein. On a failli la voir, hein. Cela dit, oui, en début de c'est vrai. course, il y a eu quelques petites gouttes de pluie, à Mais il tel y a point eu que la pas piste mal, était il y a eu quand même déclarée pas mal humide. de touchettes. Il y a eu quand même pas mal de touchettes là, je trouve, et Oui, avec entre LMP2 et LMP3 surtout, en fait, c'est surtout ça. C'est les deux ben, catégories qui vraiment et avaient une j'allais friction, dire, quoi. c'est souvent, malheureusement, hein, je dirais, Oui, je sais pas pourquoi, mais cette Duquesne de chez oui, DKR qui était dans les oui, mauvais coups avec Alexander Matchoul qui est un excellent pilote, mais qui là ben, voulait peut-être être un petit peu optimiste ou voilà, il a quand même sorti deux ou trois voitures. Et puis ouais. Belen Garcia qui elle, en voulant trop bien faire, et c'est là où en fait on va aussi rappeler bah, pour des pilotes peut-être qui nous écoutent, mais des jeunes pilotes j'entends.
ou évidemment des experts de l'endurance. En fait, le dépassement d'un pilote plus rapide que soi quand on est retardataire, ou en tout cas quand on est dans une catégorie plus lente, Mhm. doit être fait par le pilote qui est Ouais. derrière. Et donc du coup ne pas changer de ligne. Et là, Belen Garcia, je crois qu'elle a voulu bien faire. Elle a tenté dans cette première chicane, donc il y a eu le virage gauche, puis le virage à droite. Et là, en fait, logiquement, la trajectoire, c'est de faire droite puis gauche pour se relancer. Et en fait, elle s'est dit, bah, je vais faciliter la vie du pilote LMP2 et je vais aller à gauche. Sauf que Paul Louchatin était déjà à gauche et donc du coup il se fait pousser et ça casse la direction. C'est toute la difficulté de, comme on dit, faut essayer de pas conduire en ayant les yeux dans le rétro, faut regarder devant, mais il faut quand même avoir conscience de là où sont les voitures plus rapides qui vont vous prendre un tour. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est important dans le règlement, dans la philosophie, c'est vraiment ça, c'est à la voiture plus rapide de faire le dépassement, c'est pas à la voiture plus lente de faciliter le passage des autres. Parce que sinon, ça serait un enfer. Vous imaginez bien qu'au 24 heures du Mans, pendant 24 heures, les GT, je pense qu'elles sont doublées à partir du 5-6e tour, je sais plus, mais enfin, c'est assez rapide. Ouais. On serait tout le temps en train de laisser passer, laisser ouvert les portes. Donc non, c'est aux autres de se frayer un chemin. Bon, à Imola, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, comme tu dis, il y a cette volonté de bien faire. On est vraiment sur le championnat aussi, ne pas l'oublier. On n'est pas en WEC ici, on n'est pas aux 24 heures du Mans, on est en ELMS. Alors certes, il y a encore un échelon en dessous. Il y a même plusieurs échelons en dessous. Si on parle juste de la pyramide de l'endurance façon ACO, il y a la Michelin Le Mans Cup qui est en dessous. Mais on est quand même toujours dans cette logique d'apprentissage, entre guillemets. Hein, Bien sûr. donc voilà, ça fait partie des incidents. Et malheureusement, ça touche Paul Louchatin qui, effectivement, avec la Cool Racing, ils étaient aussi sur une bonne performance, quoi. Donc voilà. Oui, alors je sais pas vraiment. Là, Cool Racing, depuis cette fameuse victoire à Barcelone où en Ouais, fait j'étais comme toi, je pensais qu'ils allaient dérouler, que ce soit dans la 37 ou dans la 47. Là, le problème c'est qu'il y a rien qui va, hein, ni la 37 ni la 47. Alors là, en plus dans la 47, c'est un nouveau venu qui était présent, donc c'est plus Alex Garcia qui est dans cette voiture, mais Carl Carl Bennett. Bennett, Hmm. celui qu'on connaît du programme Isota Fraschini qui est exploité par Duquesne. Bon, Ouais. bah, Carl Bennett, il a fait une petite connerie, voilà. Et donc la voiture numéro 47, eh ben, elle est encore dans le bac. Comme Garcia avait été un peu, peut-être trop virulent sur sa défense à Barcelone. Bon, voilà, ça fait encore un week-end de raté pour Cool Racing. Franchement, alors que je pense pourtant qu'ils ont ce qu'il faut hein, en termes de préparation de voiture, en termes de rythme, et puis les équipages. Attends, la 37, moi je la voyais gagner hein, ce week-end. En ayant un Paul Louchatin, un Jacobsen et un Fluxa. Oui, Normalement, oui. c'était pas loin de la victoire, hein. Dans le genre week-end bien, bien pourri aussi, on a Nielsen Racing quand même, Ah avec oui, mon David Heinemeier Hansen que j'apprécie tant, bah, ah bah il nous a fait qui nous en une a refait petite une connerie. belle. Ouais, comme aux 24 heures du Mans, il adore aller dans les bacs. C'est vrai que Nielsen, à un moment, je crois que c'est en 10 ou 15 minutes peut-être, les deux voitures se sont retrouvées dans le Oui, bac. Enfin, avec John c'est... Falk qui s'est fait ouais. piéger en fait à la sortie d'Aqua Minerale, Oui, où en fait on sait que c'est compliqué, du coup c'est assez ouais. bosselé. Il perd la caisse et il part en tête à queue. Et le problème c'est qu'il n'a pas bloqué suffisamment les freins, alors facile à dire hein, évidemment, Ouais. pour peut-être pas faire non plus trop de plats. Le problème c'est qu'il vaut mieux peut-être avoir des plats et continuer Et la pas être course plutôt tanké. que. Et Ouais. voilà. Et là, il a été tanké à quelques tout petits centimètres près. Et cette voiture en LMP2 Pro Am, elle a perdu tout de suite un tour et c'était quasi fichu, quoi. C'est marrant parce que je crois qu'on en avait parlé en début de saison où moi je t'avais dit Nielsen Racing, je le sens bien. Je crois, tu sais, on avait fait un épisode Ouais, pronostic LMP2 où moi je t'avais dit que je sentais plutôt bien Nielsen Racing. C'est une équipe que j'aime bien, mais, et je crois que c'est ce que j'avais dit, j'essaie de pas me contredire, que c'est une équipe, tu sais, qui en fait beaucoup en termes de communication sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de trucs, de vidéos dans les stands, les livrées spéciales, blabla, blablabla. Bla, bla, bla. À un moment, les gars, c'est aussi sportivement que ça se passe. Alors je sais que toi, t'es un peu plus modéré là-dessus. Tu me dis parfois, voilà, il y a des équipes aussi, ou même des constructeurs, comme Alpine ou Peugeot, qui peuvent rouler dans une catégorie. Et déjà, le fait d'être présent dans cette catégorie fait que c'est oui. déjà un événement et que tu peux capitaliser là-dessus et en faire un vrai business. C'est vrai, mais je trouve que Nielsen, tu vois, il y a un moment, il faut retrouver les résultats, quoi. Pour moi, c'est incompréhensible parce que la voiture, elle est pas si mal. Ce sont les seuls, Ouais. quand même, en LMP2 Pro à ne pas avoir marqué de points. Et pourtant, le trio, il est pas mal. On a Nico Pino qui est protégé, donc maintenant, il fait partie de Stellantis. la Stellantis, voilà, Académie, entre guillemets. Mm. On a Will Stevens. Bon, bah, je crois qu'on va pas le présenter quand même. Will Ouais, ça va Stevens, aller, ouais. Mm. il a quand même fait de super performances et partout où il roule, ça roule fort. Et puis David Enomme Hansen, c'était pas un mauvais pilote bronze, j'allais dire, mais peut-être que le fait de passer en LMP2, c'est un petit peu trop haut. En tout cas, de retrouver la LMP2. Je me dis, il est plus dedans, quoi, Enomme Hansen. C'est peut-être ça aussi le problème.
Ouais, après, c'est lui qui ramène l'argent, donc pour l'instant, Oui. on va être tolérant avec lui. Mais, Oui, mais enfin, non, mais 0 point quand même. 0 point en 3 meetings. Il en reste que 3, hein. Faut se réveiller chez Nielsen, hein. ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, carrément. Après, c'est toujours le choix, c'est ces équipes-là, tu sais, c'est comme on le dit à chaque fois, c'est le fameux choix du gentleman, et le gentleman joue pour beaucoup sur le résultat final de la voiture. Alors certes, Will Stevens, ça lui arrive de faire des bêtises, j'en ai pas beaucoup en tête, mais ça doit lui arriver. Nico Pino aussi, mais là, oui, on est clairement sur la bévue de David Heinemeier Hansson. Est-ce qu'ils vont se réveiller sur les derniers meetings? J'espère. En tout cas, pour l'instant, on a un début de saison, on a 3 vainqueurs différents Oui, au général. On a 3 vainqueurs différents en LMP2 Pro-Am aussi, si je ne dis c'est pas de vrai. bêtises. C'est Donc, vrai, tout à si on fait. T'as continue raison, sur avec cette... AF Corset, ouais, avec Richard Mille by TDS et avec Algarve Pro Racing, tout à fait. donc, si on continue sur cette lignée, aux 4 heures de Spa-Francorchamps, puis au Mugello et à Portimao, on peut avoir aussi 3 autres vainqueurs différents, ça serait pas mal. Mais je vais plus loin que ça. Je suis en train de m'en Oui, apercevoir dans là les autres dans cette catégories épi- aussi, mais je voulais Mais faire oui, la transition après. Oui, bien sûr. c'est énorme en LMP3 et en LMGT3 aussi. Bon ben bref, en tout cas c'est pour ça qu'on aime le LMS et qu'on est content de faire un épisode donc sur ces 4 heures d'Imola. On a parlé donc AO by TF avec un bon premier relais aussi de Johnny Edgar, hein. Franchement c'était Ouais. important ce premier relais, d'autant plus qu'il y avait une voiture de chez Inter-Europol, la 34 là, avec un Luca Giotto énervé parce que c'est un pilote Platinum et dans la stratégie ils voulaient remonter parce qu'ils étaient qualifiés un petit peu plus loin que ce qu'ils auraient imaginé, donc 6e. Et alors, il nous a fait des dépassements, hein. Quand Ouais. on dit que c'est pas facile de dépasser à Imola, on est capable de le faire. Par contre, il était un peu dans les herbes, il était un peu énervé. Et bon, ça a bien fonctionné jusqu'au moment où en fait il double sous drapeau jaune et qu'il y ait une pénalité. Ben Dommage. voilà. Voilà, mais c'est ça, l'excès de... Il y avait de la bonne volonté. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a eu des moments assez chauds. On va en parler aussi des dépassements quand on va évoquer notamment le LMGT3. Bien Mais sûr. si tu veux, on peut faire une petite transition à Ben, l'MP3. alors, Donc, oui, on va faire, mais attends, avant ça, quand même, pardon. je voulais aussi souligner, non mais bon, le Il y a un travail sponsor, il y a un incroyable. instant publicité. Non, c'est quoi? Exactement. Alors, donc, si vous souscrivez, non, non, pas du tout. L'équipe Inter-Europol Compétition, elle a donc deux voitures. Il y a la 34 et la Ouais, 43. La ouais. 43, avec Tom Dillman pendant la qualif, c'était une catastrophe. Il était extrêmement mécontent. A priori, c'était peut-être un problème de puissance, peut-être un problème de boîte, peut-être. Enfin voilà, il savait pas trop d'où ça venait, mais Ok. il s'est qualifié quand même 13e ou 12e sur 14. Enfin, c'est pas digne de Tom Dillman, je veux dire. Et il était à 8 dixièmes de la pole. Et donc, finalement, on se dit, bon, allez, on va partir avec l'esprit libre, on va faire notre course, etc. Bon, et ben qu'est-ce qui se passe? Tour de formation pour aller se mettre en grille, bam, allez, contact, et donc il faut réparer la voiture. On part des stands avec 1 minute de pénalité. Dit, bon, les leaders du championnat, ils sont mal barrés quand même. Et ben ils finissent troisième. Ils finissent troisième en remontant, en ayant un rythme solide avec Vlad Lomko et avec Sébastien Alvarez. Et ils sont en tête du championnat grâce à cette constance-là aussi, où finalement, eh ben, ils arrivent à marquer les points. Alors oui, c'était la 4e place normalement, mais enfin en partant 13e sur un circuit où on ne peut pas doubler, je dois dire qu'ils ont évité les embûches et je voulais tirer un coup de chapeau à l'équipe Inter-Europol Compétition. Franchement, c'est solide. Ah, Et mais tu fais d'ailleurs, bien. Ouais. et d'ailleurs aussi à l'équipe Idexport avec un nouveau venu. On salue Paul Lafargue d'ailleurs qui était absent malheureusement pour des raisons personnelles ce week-end, mais qui a été remplacé au pied levé par Marcos Siberd. Et je suis allé les voir avant la course et il rigolait l'Argentin qui était l'année dernière en LMP3 chez Cool Racing, je sais pas si vous vous souvenez, mais Marcos Siberd en fait, il était donc il avait le sourire quand même, mais il dit attends, c'est la seule qualification de l'année pour l'équipe IDEC où vous n'êtes pas sur la première ligne et c'est moi qui prends le départ. Merci les gars. C'est pas faux. Et C'est ouais, vrai. c'est vrai. Là, ils étaient toujours sur la première ligne de la grille, que ce soit à Ouais, je me Barcelone, au souviens. Castellet ou au Mans. Toujours sur la première ligne. Et là, à Imola, Rejat Le Mans aussi. de Ah Girus oui. s'est fait gêner. Et donc, bah, il a pas pu améliorer. Il partait 10e. Et Marcos Sibert a fait un travail fantastique. Et le premier relais était très bon. La fin de course a été parfaite de Jovan Neutert aussi. Ça s'est joué un tout petit peu dans les stands. Je crois qu'il y a eu un arrêt entre Richard de Gérus et Jovan Neutert, je ne sais plus lequel, où ils ont perdu un tout petit peu. La voiture a pas redémarré tout de suite. Bon, ben c'est peut-être là aussi où ça a pu se jouer parce que la position sur la piste, elle était importante. Cette voiture numéro 28 de chez IDEC, elle termine à 1 dixième de l'équipe Inter-Europol et à 1 seconde de l'équipe Vector Sport. Bon. J'ai un truc à dire tout à l'heure, là, quand on parlera du GT3 sur le fameux concept de track position, ça me saoule. J'entends parler que de ça en ce moment. Quoi, C'est un mais c'est nouveau, vachement important.
Oui, oui, oui. Non, mais j'ai l'impression que c'est le nouveau concept pour suivre une course. Enfin, Ah, bah c'est la position sur la piste. Ouais, ouais, Oui, oui, ouais. Bah oui. c'est Oui, venu mais des États-Unis, ça. oui, oui. Bah, on va en parler, on fera un débat juste après. Tout de Ah, suite, très bien. allez, on prend vos appels au standard. Non, non, mais t'as bien fait de parler d'Interopol. Je t'avoue que j'avais les yeux un peu plus rivés sur AOBA ITF, sur Panis, Bien etc. sûr. Où j'ai un peu moins vu la performance de ces voitures. Alors que pourtant, on les voit avec leur livrée un peu cracra. Mais Oh non, j'aime bien, moi. ouais. Et alors, LMP3, éclaire, parce que là déjà, tu fais le job aujourd'hui, en même temps, c'est ton rôle en tant que speaker officiel de l'European Le Mans Series. Exact. Éclaire-moi et apporte-moi tes lumières sur le LMP3 parce que, alors oui, je peux passer les plats et lire le résultat brut avec la victoire de Rouen International et de Matt Bell et Adam Ali, mais alors, moi, j'ai pas trop les tenants et les aboutissants, quoi. Eh oui, mais alors, ce qui s'est passé en fait dans cette catégorie LMP3, alors elle passe malheureusement, je dirais un peu inaperçue, parce qu'il s'en passe tellement en LMP2, en LMP2 Pro-Am, en LMGT3, que du coup en LMP3 c'est toujours difficile d'aller les retrouver, surtout qu'en fait on a des stratégies qui peuvent être différentes. Moi je trouve que c'est très intéressant, mais du coup au milieu des voitures qui elles ont des stratégies plus fluides, bah, on se perd un petit peu. En fait il y a deux arrêts longs à faire, mais ça vous le savez depuis le début de saison, mais deux arrêts longs à faire pour les LMP3 et les autres sont des arrêts plus courts. Et donc il y a vraiment cette phase stratégique où en fait si on fait un arrêt long d'entrée de jeu, bah, en fait on se rend compte que on peut peut-être perdre un tour. Et donc si on perd un tour, on a la fameuse position sur la piste, la track position qui n'est pas bonne, et on peut se faire piéger et ne pas pouvoir remonter. Donc c'est un savant mélange. Et en fait chez Euro International, ils ont bénéficié aussi des phases de safety car, de full course yellow, pas que hein, évidemment, Mhm. mais aussi le fait que, comme Antonio Ferrari m'avait expliqué, je crois que c'était au Castellet, bah, le fait qu'il soit deux pilotes et non pas trois. C'est le seul équipage à deux pilotes. On peut se le permettre parce que peut-être qu'au niveau du budget, il n'y a pas de problème. En tout cas, eh ben, le fait d'avoir deux pilotes, on peut, sur les temps de roulage, un peu plus être prêt à réagir. Et puis surtout, on peut s'arrêter quand on veut. On optimise toutes les stratégies. On attend le full course yellow ou enfin, le virtual safety car pour s'arrêter. Et hop là, on arrive à se replacer en termes de stratégie. Donc vraiment très très bien fait de leur part. Ils ont réussi à gagner. Moi je trouve que ça a été aussi une belle course de la part de RLRM Sport et de Team Virage. Et c'est passé inaperçu avec Gaël Julien qui avait gagné la fois dernière au Oui. Castellet. Mais franchement, ils étaient en train de remonter et s'il n'y avait pas eu un safety car qui se passe un mauvais moment, ça aurait pu faire encore un bon travail. Et puis, beau boulot, encore une fois, et un bel affrontement d'ailleurs entre Gillian Orion et Mathieu Lahaye en fin de course. Mais très beau travail du team Virage. Encore un podium avec Julien Garbi, avec Gillian Orion et Bernardo Pinheiro. Quand ils se font pas taper, ça marche bien. Voilà, c'est aussi ça hein, le secret, j'allais dire, c'est de passer à travers les embûches, d'avoir un bon rythme. Et la deuxième place, bah, elle a été brillamment prise par Gillian Orion face à Mathieu Lahaye. Gillian Orion, quand même, on peut le rappeler, je le rappelle à chaque fois, mais champion en 2022 en Ligue European Series en JSP4, champion en Michelin Le Mans Cup en LMP3 en 2023. On est en 2024, ils sont pour l'instant à 3 points de la tête du championnat, en ayant eu une course au Castellet où ils se sont fait taper et où ils ont eu des galères. Ok. Bah écoute, Pas mal quand même. non, non, mais carrément. Moi, ce que je vois en tout cas, je vais dire ce que je peux en fonction de mes Oui, connaissances, mes dis-moi. compétences sur les LMP3. Je vois que ça finit en tout cas groupé. Alors, ça s'étale sur deux tours, entre un ou deux tours d'écart entre les Ouais. vainqueurs de la catégorie et les derniers classés, on va dire. Oui, mais parce que Euh, ceux qui ont deux tours de retard ont été pris dans des incidents, hein. Je pense à la voiture de RLRM Sport, notamment avec Dyson, qui, au oui, moment où il prend le volant, c'est quand même dingue, hein. Son équipier Daniel Ali avait fait un bon travail. J'en ai parlé avec Bailey Voisin, justement le troisième pilote. Et puis James Dyson arrive et à chaque fois, il a un peu de manque de réussite. À chaque fois qu'il est dans la voiture, ça tape. bon, bah, comme Quand ça, même au dingue. moins, c'est. Mais non, mais je trouve que c'est groupé et c'est devant les LMGT3. Je dis ça parce que tu sais, le LMP3, c'est souvent la catégorie sur laquelle il est facile de taper en disant que c'est des pilotes qui sont pas au niveau, que vraiment les De performances moins en sont. moins, hein. Et Moi, j'ai voilà, non, mais l'impression maintenant que ce sont des jeunes qui veulent se lancer ou des pilotes gentlemen qui veulent passer en LMP2 Pro-Am. Mais de toute façon, je pense que la redistribution des cartes avec le fait que le LMP2 n'existe plus à l'échelle du WEC, on en avait déjà parlé longuement, mais C'est le vrai. fait que le LMP2 soit maintenant que en ELMS a redistribué les cartes et a fait passer pas mal de monde dans cette catégorie. Et le LMP3 se retrouve effectivement, bah, c'est la plus petite catégorie prototype, c'était déjà le cas, mais je sais pas, il y a eu un rééquilibrage. En tout cas, je trouve que c'est moins une catégorie dont on peut se moquer. Tu vois ce que je veux dire?
Mais Enfin, complètement. c'est pas notre objectif de nous moquer de pilotes ou de voitures, mais tu vois ce que je veux dire. C'était C'est plutôt en facile. IMSA. C'était plutôt en IMSA qu'on avait En IMSA, tendance c'était quelque chose, ouais. En IMSA, c'était à quelque dire que chose. c'était le Mais facteur drapeau jaune. Bon, ben, alors en l'occurrence, puisqu'on est là pour vous donner des chiffres et des infos, le safety car a duré 13 minutes dans cette oui, course, le virtual safety car 9 minutes et le full course yellow 25 minutes. C'est pas énorme, moi je trouve. Bon, ça fait quand même, si on additionne tout, quasiment 40 minutes, hein, évidemment. sur 4 Mais heures, ouais. sur 4 heures, ça va, en vrai. Mais c'est surtout que le facteur drapeau jaune, bah là pour le coup, il a été quand même souvent avec des LMP3 et souvent avec la voiture de chez DKR, malheureusement la Duquesne. Pourtant, elles Oui, étaient rapides ces Duquesne en qualif et ils ont été étincelants, hein, que ce soit à Bridchasek ou Tunro. Ils ont mis 8 dixièmes aux premières Ligier, donc on pensait que ça pourrait dérouler. Et puis, bah, pas du tout. Que nenni. Ces Duquesne, elles ont plongé dans le classement. Et donc, le facteur drapeau jaune a été entreaperçu avec cette fameuse Duquesne donc, de chez DKR. Bon, dommage parce qu'il termine loin. Mais il y en a une autre, moi, qui m'a énervé au plus haut point. Alors, je me suis calmé, évidemment, parce que je commente en direct. Je vais pas commencer calme-toi, Anthony. à dire des bêtises. Non, non, mais la voiture numéro 88 de chez Inter Europol. Ok, Oui, ils ont eu des problèmes dès le début de course. C'est vrai que ça peut être frustrant pour les pilotes, j'avoue. Mais quand on n'est plus dans la course, parce que je sais pas, ils avaient oui. 15 tours de retard, je crois, ou 15 ou 16 ou 17. Au final, ils en ont 18 de retard. Je veux dire, ils n'ont plus rien à prouver, plus rien à espérer, plus rien. Enfin, ils roulent pour avoir un peu d'infos. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, tu me fais une transition vers le Non, mais LMGT3, c'est ça? mais Parce que oui, je la mais vois venir. Oui, oui, exactement. bien sûr, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il vient faire à se battre pour, enfin, à interférer dans la lutte pour la première place en LMGT3? Ouais. Mais il est idiot ou c'est incroyable? Mais, J'ai pas compris. Kayaski, ouais. je n'ai pas compris. Voilà, Avant je vous le la, dis. avant la chicane, effectivement, c'est vrai qu'il est revenu et il s'est intercalé. On va pouvoir en Mais deux parler fois! un peu détaillé. Ouais, ouais, entre Michel Gatting et Valentin Asclot. Mais après, c'est quoi Non, mais si, l'écart attends, de performance j'aurais pas sur la un même tour chose. aussi? Non, mais c'est Alors, quoi ça, l'écart c'est de vrai. performance sur un tour? C'est compliqué, tu sais. Ce Il que n'y a je veux pas dire, d'écart. Le problème, voilà, c'est qu'en merci. fait, ils tournent quasiment pareil. C'est-à-dire que les Voilà, meilleurs LMGT3 tournent en 42 et on va dire les moins bonnes tournent en 41,8 en LMP3. LMP3. Ouais. Donc, Oui, encore quand tu dis en forcément. 42, attends, pardon, quand tu dis on roule en 42, tu nous mets un Julien Handlower au volant, quoi. Ah bah Oui, évidemment. voilà. Ouais, 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 voilà. Non, Bah mais oui. mais c'est marrant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'entre les meilleurs LMGT3 et les moins bons LMP3, il y a quasiment pas d'écart. Ah bah non, mais d'ailleurs, je vais même te dire, les moins bons LMP3 sont derrière les meilleurs LMGT3, Voilà. ça c'est sûr. Donc sur un circuit où tu mets une 40 au tour, qui fait 3 km, la cohabitation, elle est compliquée. En plus, Imola, c'est vraiment ces phases d'accélération, freinage, relance. C'est un petit tourniquet quand même. Donc il y a cette, à chaque fois on le redit, mais il y a aussi cette différence d'arrivée, d'appréhension des virages. On passe pas à la même vitesse dans un virage et on n'accélère pas, on n'en ressort pas non plus de la même façon entre une GT ou un proto. Un proto a plus d'aéro, une GT est plus lourde, donc au niveau des zones de freinage, c'est pareil, ça va être différent. Donc j'avoue que à sa place, c'est toujours le. Tu sais, c'est quand t'es un peu largué, quand tu roules en sim racing et que t'es un peu largué, tu sais pas, tu vois dans e-racing, tu vois les écarts avec le relatif et tu vois que derrière il y a les leaders qui arrivent. Tu te dis ouais mais bon moi je fais ma course, mais tu veux ne pas trop interférer ou alors tu te dis putain je vais quand même passer devant. Enfin en fait Oui, mais là, attends, c'est ouais je sais, l'inverse. Là, je c'est sais, je sais, je l'inverse. sais, je C'est-à-dire sais. que lui, il a plus rien à gagner. J'aurais pas du tout le même sentiment, et d'ailleurs, ça s'est passé à un moment donné, cette course, elle était folle, avec les leaders de chaque catégorie qui étaient à la lutte et qui étaient Oui, tous regroupés à un moment donné. Ça, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait les leaders de la catégorie LMP2, les leaders de la catégorie LMP3 qui allaient doubler les leaders de la catégorie LMGT3. Donc là, c'est compliqué. Ok, mais lui, là, il est tout seul, il a 18 ans de retard, il est le coude à la portière. On n'en a rien à faire, quoi. Qui double avant ou après la chicane, mais il n'y a aucun impact. Qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? Et voilà, et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était pas très cool. Et ça a peut-être d'ailleurs, je dis pas que c'est le cas, mais ça a peut-être joué dans le résultat en LMGT3, ça a été potentiellement. alors parce que du coup en LMGT3, allons-y, ouvrons cette page Oh oui, LMGT3. historique, historique. C'est Victoire pas la de première l'équipage. fois, et oui, qu'un équipage quoi? 100% féminin. Voilà, victoire de l'équipage 100% féminin, Michel Gatting, Raël Fraisse, Sarah Bovy. C'est pas la première fois, effectivement, tu as raison, on va le détailler Mais après. avant, c'était en LMGTE. Exactement, elles ont déjà gagné en GTE en ELMS, du côté de l'Algarve, Portugal. Oui. Elles ont déjà gagné aussi en WEC
avec Bahreïn l'année dernière pour la dernière course du GTE. Et donc là, En c'est fait, la première victoire en GT3. Hors 24 heures de Spa-Francorchamps en catégorie, je veux dire. oui, mais c'est catégorie. Mais là, c'est vraiment la victoire. Alors, oui, tu vas me dire, c'est aussi une catégorie. Oui, mais Spa-Francorchamps, ce Oui, sont non, toutes des mais GT3. voilà. Là, vraiment, c'est la victoire au général. Bon, dans la catégorie GT3, mais c'est vraiment très très fort. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'elles avaient gagné la dernière en GTE à Portimao pour le LMS et la dernière en GTE pour le WEC à Bahreïn. Bon, bah là, depuis le temps, elles auraient pu. D'ailleurs, je le dis, hein, elles auraient pu à Barcelone gagné pour la première de LMGT3 en ELMS. Hein. C'était pas loin hein, s'il n'y avait pas eu cet écrou récalcitrant. Carrément, c'est vrai que je l'avais oublié cet épisode de l'écrou T'as en vu? sortie de stand. Mais Et en alors? fait, elles sont très à l'aise. Non, mais c'est vrai, hein, le LMGT3 leur va très bien. Franchement, Mais oui, mais le LMGTE aussi, hein, tout leur va hein, finalement. Oui, Il y mais a, elles, il y a un enfin, bon elles sont trio. quand même, elles sont plus à l'aise. Ce que je veux dire, c'est que il y avait, alors je sais plus quelle saison c'était. C'était 2021 ou 22, je sais plus. Où effectivement, souvent, l'équipage Iron Dame c'était aux avant-postes et faisait des podiums. Mais il y a quand même eu après des périodes un peu plus difficiles, on va pas se mentir. Et là, depuis qu'il y a la catégorie LMGT3, elles sont super à l'aise, quoi. Sarah Bovy, elle s'en est pas cachée. Le pilotage de la LMG3 lui va bien. Elle sent peut-être mieux la voiture aussi. Tu sais, on en avait parlé, ce côté, je sais pas, peut-être plus doux, plus. Avec C'est des l'ABS voitures. aussi peut-être. Ouais, voilà, Je sais c'est des pas. voitures qui pardonnent un peu plus et qui, je sais pas, je pense qu'elles Après, elles ont un meilleur feeling. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression ouais, que cette Porsche fonctionne bien aussi. Alors, par contre, ouais. ce qui est assez fou, c'est que. Alors, déjà, j'ai parlé de l'arrêt au stand à Barcelone, donc tout le monde est tombé sur le mécanicien qui fait n'importe quoi, etc. Bon, les mécaniciens de chez Iron Dames, ils ont gagné le Pit Stop Challenge. Bon, déjà, ça c'est fait. Donc, ils ont mis tout le monde d'accord. Ils sont capables de changer 4 roues sur cette voiture en moins de 14 secondes. Donc, déjà, les Iron Dames, bon, elles étaient en confiance dès le vendredi soir. Mhm. Pareil pour IDEC et pour Ultimate qui ont enchaîné après leur succès en 2022, pour les mécaniciens en tout cas qui ont été mis en valeur. Moi je trouvais que c'était intéressant de le noter, ce Pit Stop Challenge. Moi j'aime beaucoup cette initiative et bravo à tous ces mécaniciens. Et donc les Iron Dames, en arrivant ici à Imola, bah franchement, elles n'étaient pas du tout en confiance. Je vais voir Sarah pour lui demander comment elle va après son crash de Watkins Glen, hein, évidemment. Et en fait, elle me dit, mais on comprend pas parce que la Porsche numéro 60 chez Proton, elle peut escalader les vibreurs, il y a de l'efficacité. Julien Lower est très à l'aise tout de suite. Alors oui, ok, c'est vrai qu'il connaît bien la piste et qu'il connaît bien la voiture, mais, elles étaient en difficulté. C'est-à-dire qu'elles disent, mais on comprend pas pourquoi il y a 8 dixièmes d'écart entre la 60 et notre voiture. Il n'y a jamais eu tant. Donc il peut y avoir 3 dixièmes, mais pas 8. Et c'est ce qu'elles avaient en tête. Et finalement, ils ont travaillé. Et jusqu'à ce que pendant la course, ça se passe extrêmement bien. Après, Julien Handlower, le truc, c'est il est de l'école Carrera Cup, donc en fait, escalader les vibreurs, il sait faire, quoi. C'est vrai. Ça joue aussi. D'ailleurs, c'est incroyable parce que sur le live de l'ELMS, d'ailleurs, que je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder de nouveau, bah, en fait, il explique comment passer les vibreurs. C'est super intéressant, franchement. Ouais, avec les appuis, enfin, le fait de charger la voiture pour amener le poids et amener une inertie sur un côté pour pouvoir mieux escalader. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est dingue, hein? Il y a de la stratégie sur l'escaladation des vibreurs. Non, mais c'est super intéressant. Et alors, du coup, cette catégorie, la MGT3, ce qui a animé la dernière demi-heure de course, peut-être Ouais, à peu près, c'est la lutte, comme tu l'as dit, entre Michel Gatting et Valentin Asclot sur l'Aston Martin, qui termine finalement deuxième, oui, de l'équipe Racing Spirit of Le Mans, si je dis pas de bêtises, la c'est ça. 59. Bataille où, en fait, moi je t'avoue, au début, j'y croyais pas pour l'équipage féminin. Pourquoi? Parce Bah que oui, bah d'ailleurs, à il y tel a point qu'au Castellet, c'était la lutte pour la troisième place pour la dernière marche du podium, et Valentin Asclot avait trouvé l'ouverture sur Mitchell Gatting. voilà. En fait, là, il y avait plusieurs éléments qui faisaient que ça allait être compliqué. Déjà, premier élément, avant même qu'il y ait une bataille, le dernier arrêt au stand des Iron Dames, il y avait une pénalité, enfin, elle devait être immobilisée Oui, 10 secondes. les En fameuses plus, 10 secondes de pénalité pour non-respect d'une procédure full course yellow par voilà. rapport, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux 35 secondes qui ont été ajoutées Voilà. pour Panis Racing. Bon, bref. Parce que Sarah Bovy, en fait, juste avant qu'un full course yellow n'apparaisse, elle a fait l'effort de dépasser pour avoir la fameuse track position, pour être première, et donc peut-être que dernier moment, bref. Donc il y avait cette pénalité de 10 secondes. Là, donc Michel Gatting au volant, et ben ils ont ils ont usé d'un coup stratégique, c'est on change pas les pneus, on fait juste un arrêt carburant, on garde le même train de pneus, comme ça on garde
cette position sur la piste, track position, Ouais. on est devant l'Aston Martin, qui elle Ouais. va mettre des balles neuves, et il va rester 30 minutes où il va falloir être le couteau entre les dents, parce que Valentin Asclo devait être à 3, 4, 5 secondes derrière, en maxi au moment de la sortie des stands. Moi, j'y croyais pas, parce que t'as Valentin Asclo dans une Aston Martin, quand même, derrière toi. Bah, déjà, C'est-à-dire que ça, c'est quand même tendu, quoi, tu vois. bah, moi je Et disais que puis, ça t'as allait des être pneus... assez serré. Ouais, Parce que et puis... déjà, le fait de ne pas avoir changé de pneus, bah, Eh c'était oui, compliqué. Par contre, les pneus, bah, ils étaient chauds. Tandis que pour Valentin Asclo, on a changé un côté de pneus, pas les 4 pneus. Au contraire ok. de la voiture de chez Kessel, qui a, elle, été obligée de changer les pneus parce qu'à l'arrêt précédent, il n'avait pas pu le faire. Bref, c'est pour ça, tout ça, on peut pas vraiment l'expliquer en direct parce que c'est très Ouais. difficile d'avoir les infos, de savoir qui sont les pilotes qui ont changé 2 pneus, 3 pneus, 4 pneus, 5 pneus, 6 pneus, enfin bon, je sais pas combien de pneus. Surtout que, non, mais surtout que maintenant, c'est devenu un truc beaucoup plus présent qu'avant. J'ai l'impression, hein, peut-être que je Oui, me trompe, mais de changer que 2 pneus, par exemple. Enfin, c'est avant, vrai. c'était un truc qui n'existait pas. Je veux dire, déjà, le truc qui n'existait pas, c'était changer que 2 pneus. Et le Oui. truc qui n'existait pas non plus, c'était faire partir un pilote avec des pneus usagés. Alors ça, c'était Oui, mais vraiment le truc. pourquoi? Ça, je pense que c'est le fait aussi, couplé avec la limitation des Oui, pneumatiques, hein, tout bien simplement, sûr. mais aussi le fait de ne pas avoir de chauffe de pneus. Parce que, Oui, en fait, en repartant avec des pneus rodés ou usés, Mitchell Gatting, oui, ok, elle a un petit désavantage, mais elle a l'avantage quand même que les pneus n'aient pas trop refroidis ou ne soient finalement pas dans une mauvaise on est, fenêtre on est, on est, on est d'exploitation. d'accord. Mais c'est vraiment un élément qui a trait au règlement, qui a évolué Oui, depuis plusieurs années. Comme tu le dis, pour limiter le nombre de trains de pneus qu'on utilise, pour des questions, on va pas se mentir, d'écologie et bien sûr. de moindre impact du sport automobile. Pas de cabane de chauffe également. Mais moi, je me revois, c'est le moment où je fais toujours un parallèle avec il y a 10 ou 15 ans. Ben moi, hein, il y a 10 ou 15 ans, tu parlais à un pilote, que ce soit un Alan McNish, enfin des mecs dans les équipes officielles, ou même des pilotes en GT, ils te disaient que jamais ils ne partaient en piste avec des pneus rodés, enfin avec des pneus qui n'étaient pas neufs. Mhm. Parce que il va te dire, ah mais moi j'étais pas dans la voiture avant, donc je sais pas quelle est la dégradation du pneu, je sais pas si le train, enfin le côté droit est un peu plus abîmé. Enfin, en fait, c'était toujours balle neuve quand on mettait un nouveau pilote dans la voiture. C'était logique. Quand tu faisais des commentaires, ça m'est arrivé, tu commentes une course, Le Mans 2012, 13, 14, etc., toute l'époque là. De toute façon, tu n'as même pas besoin de regarder l'arrêt au stand. Quand il y a un changement de pilote, il y a un changement de pneumatique. Et ben c'est de C'est moins vrai. en moins vrai pour des raisons de stratégie. Donc là, dernier relais, Michel Gatting devant, et ben voilà, je le redis, Michel Gatting, ça y est, je l'adore. Voilà, mais non, mais tu sais, ben, je suis transparent, j'avais pas mal de doutes avant sur. Pour moi, de course en course, elle est de plus en plus solide. Et là, elle a tenu. Alors, pour plusieurs raisons. Un, son talent de pilotage, parce que c'est pas que les faits de course qui ont fait qu'elle est restée Non, devant, non. parce elle a un pilotage vraiment, elle a un sacré niveau. Deux, parce qu'il y a le trafic, et du coup, comme tu l'as dit, ça a joué un peu son rôle, notamment avec la voiture de chez Interopol qui est venue faire perdre quelques secondes à Valentin Asclo, qui l'a récupéré derrière, voilà. Troisième élément, il y a quand même eu aussi, il y a eu un moment à full coursiello où c'était très chaud, parce que Valentin Asclo, je pense que tu pouvais, tu sais, comme on dit, hein, l'expression, tu pouvais à peine mettre une main ou une feuille de papier entre les deux voitures, hein. Il était Ah oui. vraiment collé à l'arrière de Michel Gatting. Il y a même eu une touchette à la réaccélération, en pleine ligne Ouais. droite. Et puis, quatrième élément, comme tu l'as dit aussi, la Ferrari qui avait, elle, des pneus neufs. Daniel Serra qui, sur les 5-10 dernières minutes, est revenu comme une balle. Et du coup, mettait la pression à Valentin Asclo, qui, il sait la gérer, il n'y a pas de problème, mais qui se retrouvait devant à Ouais, devoir mais du coup, essayer il de devait dépasser défendre. Michel Gatting et qui devait défendre. Donc, finalement, cette stratégie qu'elles ont eue, enfin que l'équipage féminin a eu, de miser sur la track position, on va pas changer les pneus pour être derrière Valentin Asclo et se battre avec lui. Non, non, on va faire le plus vite possible et rester devant et ça passe. Je trouve ça génial. Bah, c'est génial parce que ça dépend aussi des tracés. C'est là où les stratèges sont super importants, moi je trouve, et c'est ce qui rend l'endurance pour moi extrêmement intéressante. En fait, ce full course yellow et cette pénalité surtout, ce full course yellow, elle a peut-être aidé Oui, indirectement cette stratégie et donc cette prise de oui, risque qui n'aurait pas été oui. prise. Ça a évité aussi peut-être d'avoir un cafouillage dans les stands, on n'en sait rien. Au moment où on change de pneu, bon bah tout peut arriver. Et donc bah, voilà, elle a été là aussi tous ces facteurs font qu'il y a eu une belle lutte et c'était vraiment super intéressant à ce niveau-là avec 3 voitures qui étaient dans un mouchoir de poche. Franchement, les 10 dernières minutes, c'était complètement fou. Moi, j'étais comme un dingue avec Benjamin Pack qui était avec moi pour commenter. Il était à fond derrière Sarah Bovy, évidemment. Et donc, c'est le 10e podium hein, des Iron Dames en ELMS déjà depuis 2019.
après la victoire à Portimao, donc de retour à la victoire. Franchement, sur un week-end où elle n'était pas confiante, bon bah il en faut d'autres comme ça, hein, des week-ends où elles sont pas confiantes, parce que là, ça a bien roulé, hein. Et puis c'est une bonne récompense aussi après Le Mans qui a pas été à la hauteur des espérances, donc je C'est trouve ça vrai, très bien. mais tu sais que je pense que Mitchell Gatting aussi, outre tout ce qu'on a évoqué, il y avait aussi une sorte de revanche donc par rapport au Castellet face à Ouais, Valentin Asclot, parce que décidément les deux voitures elles se retrouvent à chaque fois ensemble. Et puis surtout, elle a une soif de victoire. Michel Gatting, elle était frustrée à Barcelone. Je veux dire, il y avait course gagnée, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Les Iron Dames, elles dominaient la situation. Au moment où elle ressort des stands, elle peut même pas rouler. Bon, bah, à un moment, elle se dit, attends, 3 courses, j'en ai fait qu'une. elle était frustrée Maintenant, à je veux me battre. Spa-Francorchamps, au WEC aussi, où ça visait la victoire. Enfin, non, mais carrément, c'est vrai que. Et puis là, ça s'est joué aussi, un petit élément que je voulais préciser, mais on n'en doute pas en ELMS, mais ça s'est joué aussi avec beaucoup de fair play, ou en tout cas de classe, dans le Oui, sens où le dernier aérostand, le fameux, quand Michel Gatting repart, le stand de l'Aston Martin est plus en avant. C'est-à-dire que, je il sais pas aurait pu comment avoir une safe expliquer. release, quoi. En fait, voilà, ils ont le mec avec la sucette, le mécano, relâche l'Aston Martin, il se rend compte que la Porsche arrive, il remet la sucette direct pour éviter un unsafe release. Là où en Formule 1, maintenant on est habitué à ce qu'il y ait des petits contacts et on roule portière contre portière, enfin ponton contre ponton plutôt, J'ai euh, l'impression, dans moi, la pit lane. maintenant, je vais même te dire, hein, qu'on joue l'unsafe release et qu'on sait qu'on va se faire Oui, pénaliser, mais comme la position sur la piste est la plus importante, voilà. et ben du coup, on préfère creuser l'écart et avoir 5 secondes de pénalité. Enfin, je trouve ça hallucinant. Par contre, là, dans Là, cette, il y a eu de la je sais pas ce que correction. t'en Là, penses. voilà, là, au moins, il y a eu de la correction. Ça a été Alors, dans les règles, je trouve. oui, mais je pense qu'il y a eu deux facteurs. Je suis pas encore certain et j'ai pas eu l'occasion de parler à Valentin Asclot. Donc, Valentin, si tu nous écoutes, eh ben, je vais pouvoir te Je suggérer vais, et je te vais peut-être l'avoir solliciter. dans la journée d'ailleurs. Ah, très bien, mais tu Donc, pourras je lui demanderai. demander. Et en fait, je crois qu'au moment où il redémarre, la voiture ne démarre pas tout de suite. Et donc, ce Ok. qui explique qu'il ne peut pas partir comme il aurait voulu. Et donc, le mécanicien avec la sucette, quelques secondes, ça se joue à rien, hein, ça se joue à Ouais, une non, seconde ouais. ou deux. Et le rebloque pour justement laisser passer la Porsche. Donc, je pense qu'il Ok, y a eu ok. tous ces facteurs-là. Bon, J'imagine en tout cas. ok. Eh ben, On en écoute, saura plus dans le prochain épisode. ouais, je vais mener l'enquête. Non, mais c'est possible que j'échange avec lui, donc je vais mener l'enquête. Mais en tout cas, je suis content pour cet équipage féminin dont on vous parle souvent et voilà, qui prouve sur la piste tout son talent, Qui quoi. est assez Je trouve ça je bien. trouve qu'il est assez suivi aussi, c'est ça l'idée, et franchement c'est vraiment une belle prestation de leur part. Elles ont vraiment trouvé les bonnes pilotes qu'il fallait, parce qu'on sait qu'il faut trouver une pilote bronze, une pilote silver, une pilote gold. On se souvient il y a quelques années que justement on était à la recherche de la meilleure pilote bronze avant que Aïe, aïe, Sarah aïe. Bovine arrive, mais c'était pas toujours très évident avec Esme Hockey notamment, hein, la britannique. Mais c'est vrai que bah, c'est important aussi d'avoir un bon trio. Il va falloir trouver une remplaçante à Sarah Bovy, parce que je pense quand même qu'elle va finir par passer Silver à force de bonnes performances. Elle C'est le, était. c'est le tabou, ça, c'est le tabou, faut pas en Bah parler. oui, Non, non, mais mais elle c'est le vrai, sait. hein. Oh, je Ah crois oui, non. qu'elle le sait. Ah non, mais là, je vais trahir un secret, je suis désolé, hein. Mais Aïe. évidemment, elle le sait parce qu'elle est consciente de son niveau et puis même, moi, elle me l'avait dit que de toute façon, elle va pas se limiter pour être cantonnée à un statut. Enfin, tu sais, c'est quand même, il y a plein de situations. Merde, c'est la digression. Tu sais, il y a plein de situations dans la vie où tu es amené à faire des choix, à te dire, ok, là, j'ai monté une entreprise, je peux me contenter de ça et rester sur tel statut, ou j'embauche du monde, je développe, etc. Euh, des projets, quand tu fais construire une maison, je sais pas, enfin, il y a plein de trucs dans la vie où tu es face à ce choix, et Sarah Bovy, elle m'a clairement dit, elle est pas là pour se dire, non, non, à Imola, je vais pas rouler en dessous de une 42 parce que sinon, on va me considérer comme rapide et comme une gold. Hein, enfin, c'est dans son ADN d'aller vite, hein. Je veux dire, Oui. elle est d'une famille où le sport auto, on connaît. Il y a d'ailleurs un covoiturage dans Auto Hebdo cette semaine, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais Ah, il est signé, eh ben, je ne sais plus, voilà, donc comme ça vous irez voir, mais il y a un covoiturage avec son papa qui est très intéressant. ah, Donc, euh, génial. donc voilà, ça fait partie, je pense, vraiment de son ADN de vouloir aller vite, et donc, le secret que je trahis, c'est que chez Iron Dames, Iron Lynx, Prema, etc., il faut surtout pas mettre en avant le fait que Sarah Bovy pourrait passer Gold, parce que c'est aussi un jeu de Pas politique Gold. Attends, avec attends, attends, Silver. Silver. Non, Gold, non, Silver. Elle est bronze là. Ah ouais, Silver, Ah oui, pardon. directement. Elle va placer le Platinum Ouais, je la mets directement. Bah, Platinum. bah, bravo. Ouais, je vous la mets Platinum, moi, Sarah. Non, mais
En tout cas, l'évolution de catégorie, c'est un sujet un peu tabou parce que, comme tu le dis, Bien sûr. s'il y a changement de catégorie, ça veut dire que ça remet en cause le trio. Après, Non, la alors filiale... attends, il y a peut-être une possibilité parce que là, ce week-end, par exemple, pour trahir un secret, non, je sais pas si c'est pour trahir, bon, on l'a vu à l'image, mais Non, d'ailleurs, moi, je le crois que je secret... l'ai dit pendant Attends, le commentaire. juste pour finir, le secret que je trahis, Ouais. moi, c'est que l'attaché de presse me fait la gueule de chez Iron Dimes depuis que, dans un article, j'ai mis que Sarah Bovy pouvait évoluer de statut et que, du coup, il faudrait revoir les équipages. C'est vraiment c'est la ligne à pas franchir. Je Et crois que ça, c'était il y a quelques mois. Je pense que ouais, maintenant, bah on a on se changé un parle petit plus, on peu. se parle plus depuis 1 an et demi. Donc je suis un peu Ah, d'accord. tricard là-bas, juste parce qu'en fait, c'est juste, faut se rendre à l'évidence. Putain, pardon, mais faites bosser votre filière et faites monter. Et puisque vous voulez faire des projets 100% féminins, allez-y, très bien, il y a pas de problème. Moi, je trouve ça très bien l'initiative, et je l'ai largement vanté, que ce soit là dans le podcast et même à l'antenne avec l'application FIAWEC où moi j'ai 2 filles, hein, donc je vois très bien le message que ça envoie et j'adore l'approche. Mais par contre, tu vois, bah, je lui ai dit là, chez le presse, je dis mais faites bosser votre filière et si vous voulez avoir que des pilotes féminines, bah à vous aussi d'avoir une détection, d'avoir une préparation, ce qui est en train de se faire et ce qui va aboutir Oui, sur des résultats. mais tu Voilà. sais ce que c'est le problème. Là, on va arrêter cette digression après, mais le problème, c'est de trouver des bronzes. C'est pas de trouver Oui, des bien silvers. sûr. Des silvers, il y en a partout. Je Les sais. jeunes pilotes qui arrivent, elles sont silver. Et ça c'est parfait. La détection, elle marche très bien. Et d'ailleurs, bravo à Déborah Mayer. Bravo aussi au travail fait par Cathy Muller et Ah bah évidemment Erlaché, que je le pardon. salue. Évidemment, oui, non, pardon, je me suis Tu vois? emporté sur l'attaché de presse, la Et pauvre. non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est super difficile de trouver une pilote bronze. Parce que ça Oui, voudrait dire que c'est une chef d'entreprise ou c'est une personne qui, dans ses 40, 45 ans, se dit tiens, je voudrais bien rouler. Eh ouais, mais tout le monde n'est pas capable de bien rouler et d'avoir cette appétence-là en étant une femme. Parce que à l'époque, c'était pas forcément toujours très mis c'est en vrai. valeur. Tu vois C'est ce que vrai, je veux t'as dire? raison, tu as Ça, raison, c'est t'as le raison. problème. Et donc, ce week-end, au cas où Sarah n'ait pas pu rouler, eh bien, en fait, on avait fait appel à Célia Martin, qui, Oui, elle, roule en Michelin Le Mans Cup, qui fait partie des pilotes bronze. Mais c'est pareil, elle, faudra pas qu'elle progresse trop vite non plus. Alors là, elle m'avait dit que... Non, mais c'est vrai, elle me dit oui. qu'elle découvre et que pour l'instant, elle n'a pas beaucoup d'expérience, hormis au Nürburgring et peut-être avec quelques séries, notamment la Jaguar E-Pace. Mais elle est pilote bronze et elle aurait Waouh. pu remplacer au pied levé Sarah Bovy. Mais par contre, je dois dire, ça aurait pas été le même résultat, évidemment, parce qu'elle a moins d'expérience et que Sarah, eh ben, elle a un niveau maintenant qui est digne des meilleurs pilotes silver, quoi. Exactement. Non mais oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que en fonction des évolutions de règlement, après on va fermer la parenthèse, si tu veux, on va passer à notre rubrique, on va clôturer gentiment. Attends, on va Ce qui est parler du marrant, classement au championnat après. ouais, ce qui est marrant, c'est que en fonction des règlements et des obligations que l'on a, quand on était dans l'ère GTE et notamment la saison 2023, ce qui nous animait en WEC, c'était le duel Ben Keating-Sarah Bovy, où ça se battait pour la pole Bien sûr. position, ça se battait aussi en piste. Et là, cette année, bah, en ELMS, c'est Michel Gatting versus Valentin Asclo, quoi. C'est marrant parce qu'il y a vraiment C'est vrai. j'aime bien, quoi, cette opposition, voilà, ces rivalités, on va dire. Ça fait très Ah, mais Netflix, moi mais aussi. voilà, j'aime bien ces rivalités. Ah bah là, en tout cas, on y est, hein. C'est vrai que les rivalités en LMGT3, donc du coup, bah, on voit au classement général, bah oui, tu le disais, entre l'équipage Racing Spirit of Le Mans et Iron Dames, il n'y a qu'un seul petit point d'écart entre le trio de bord, Asclo et Stevenson, et puis Bovy, Gatting, Frey. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va quand même souligner que l'équipe Kessel Racing a été touchée par une pénalité en fin de course, pareil que pour Panis, avec... c'était quoi la raison? Je crois que c'était un problème, je ne sais même plus ce qu'ils ont eu, Kessel, ils ont doublé sous drapeau jaune, je crois. Donc, bah, pénalisé de 35 secondes. Pénalité pour limite de piste pour l'Aston numéro 97. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que sur le Ouais. podium, eh ben, en fait, ils n'étaient pas du tout sur le podium sur les photos, mais c'est pas grave, ils y sont sur le timing. C'est la Lamborghini de Chiron Links qu'on n'a pas beaucoup vu et qui en fait prend la tête du classement général de LMGT3 avec cette troisième place, alors qu'ils auraient dû être cinquième. Donc bah, ça peut avoir des conséquences aussi et des incidences. En LMP3, c'est un beau duel, un beau trio même d'ailleurs en tête avec Euro International, avec RLRM Sport et Team Virage. Vraiment, va falloir surveiller ça. En LMP2 Pro-Am, bah, c'est encore une fois le duel entre Richard Mille by TDS, AF Corset et attention, peut-être au retour d'Algarve Pro Racing parce que cette équipe-là avec Alex Quinn au volant, elle a été remarquable ce week-end avec la victoire et assez largement, je dirais, hein, parce que s'il n'y avait pas eu le dernier safety car, je pense qu'il dominait largement les débats. Et puis ensuite, eh ben, on va aussi citer évidemment en LMP2, on l'a dit,
l'équipe Inter-Europol Compétition qui mène avec 48 points, 2 petits points de mieux que AO by TF, et Idexport est troisième et encore en embuscade, je dirais, alors que Paul Louchatin n'est plus dans cette équipe. Et donc on a retrouvé un beau trio finalement, hein. Paul Lafargue, qui n'était pas présent ce week-end exceptionnellement, mais Richard de Gérus et Job van Heutert. Donc voilà, important de trouver un bon trio aussi. Et je trouve que le classement est plus que jamais serré. Donc Ouais, on a hâte déjà d'être à Spa. exactement. On va voir si la série des vainqueurs différents continue ou si on a enfin un, un back-to-back, peut-être pas, mais en tout cas un vainqueur qui confirme et qui décroche un deuxième succès, carrément. Je vois bien Panis Racing ou Vector Sport la Ah prochaine ouais. fois à Spa-Francorchamps. Ah bah ouais, Vector, ok. Ok. Ouais, ouais, parce que voilà, il faut être toujours au taquet, il faut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la mécanique, parce que bah, voilà, ces voitures, elles sont avec la pleine puissance cette année, et c'est toujours intéressant aussi. Chez Vector Sport, on se pose la question, on sait ce qu'il faut faire pour améliorer la voiture, enfin non, on sait qu'il faut faire quelque chose, pardon, pour améliorer la voiture, mais on ne sait pas comment y arriver. Donc, bah, on va travailler, tout simplement. Bon, est-ce que on fait notre rubrique C'est quoi ton actu? Oh bah oui, On y va? on est Vas-y, parti. vas-y, Jingle, commence. c'est quoi ton actu? Alors vas-y, commence, c'est quoi ton actu? Alors, mon actu, cette semaine, je vais essayer de m'en souvenir. Ah oui, je vais aller enregistrer un épisode du podcast Trajectoire. C'est pas, il va pas sortir, mais je vais aller l'enregistrer. Justement, je me déplace chez les différents intervenants. Donc, c'est un pilote moto que je vais aller rencontrer. Et ce week-end, plutôt tranquille, je vais aller au Charade. Comment ça Oui! s'appelle? Motor Show? C'est Ah ça? ouais, j'aurais vu les mots super et festival dedans, mais Ah oui, non, non, il y avait le show. C'était le Charade Charade Super super Show. chaud. Ouais. Ok. Avec des voitures exceptionnelles, un public qui va être au rendez-vous évidemment. On aura la Viper GTS de l'équipe de France en 2002, on aura la Ligier de Oui, Formule 1 JS21, on aura des motos aussi, la Yamaha 3,5 de 74, on aura des Formule 1 de chez AGS, enfin bon bref, il va y avoir pas mal de choses. Et ça va être super intéressant. C'est organisé par GCK, hein, l'entreprise de Guerlain Chichery, entre autres. exactement. Donc Exactement. c'est vraiment un beau meeting. Et puis bah, après, je rentrerai vite fait le dimanche parce que je vais commenter la course de NASCAR depuis Pocono. Donc ça sera là aussi une belle petite soirée sur Automoto la chaîne. Donc ça sera à partir, si je dis pas de bêtises, de 20h30 la course. Cool. Ah bah ça va, c'est pas mal. Ah, je savais pas que t'allais à Charade. Marrant. Tu vois, c'est pas mal, hein? Ah ouais, bon, ça s'est fait un peu dernière minute. Et puis du coup, bah, ça fait l'occasion d'aller de nouveau dans ma Oui, région bah que oui, je c'est ce connais bien. que je vois bien, oui, c'est pas très loin. Écoute, j'ai été invité, hein, mais bon, 14 juillet, je vais plutôt écouter, Ah je vais oui, miser sur la famille, tu vois, je vais rester bon, d'accord. tranquille. Mais oui, tu feras la bise à Jean-Claude Andruet et à Rob. Bien sûr. Il y a Euh, Jean Ragnotti, je crois qu'il sera là aussi. ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a du monde et c'est un bel événement, je crois que c'est la troisième édition. Ouais, c'est ça, c'est la Oui, troisième tout à édition. fait. Troisième C'est édition. un bel événement parce que Charade, c'est un circuit où il se passait pas grand-chose, on va pas se mentir. C'était un peu la mort clinique. Et c'est un circuit qui a été repris par Guerlain Chicherit, comme tu le dis, et ses équipes. Oui, Et ils ont l'ambition d'en faire un circuit modèle vertueux, c'est-à-dire un circuit d'essai notamment pour les nouvelles technologies, voitures électriques, voitures hydrogène. bien sûr. Et d'avoir quand même ce grand événement, allez, où là on va brûler un peu d'essence pendant l'été. Ça reste réduit, mais en fait c'est un circuit où il y avait, voilà, il peut y avoir des riverains qui se plaignent, il peut y avoir, enfin, bref, ça fait partie des circuits qui sont obligés de se réinventer. Et donc voilà, cet événement-là, il a une place, enfin, je trouve ça top d'avoir cet événement qui est apparu, parce qu'on est habitué à avoir certains événements, il y a eu les Classic Days le week-end dernier au Mans, il y a le Mans Classique évidemment, ces grands rendez-vous comme ça, on commence à les connaître, et là c'est un petit nouveau, on va dire, et ça mérite d'être salué, donc c'est cool que tu ailles là-bas, je pense que tu vas bien profiter. Ouais, ouais, c'est l'objectif. En tout cas, là, on va passer un bon moment et bah, ça va être bien sympathique Mais comme oui. manifestation. Après, ce circuit de charade, c'est aussi normal qu'il soit en mort clinique, entre guillemets, avant d'avoir été repris, parce que bah, il y a les riverains autour qui Ouais, sont un petit peu pénibles. Voilà. c'est ça. Bah c'est oui. Bah, bref, on va pas... non, pas de digression maintenant. Non, pas de Écoute, digression. mon actu, moi je suis toujours sur un mois de juillet tranquille. J'ai un article qui arrive sur ouais, on se moque pas, hein. Non. J'ai un petit sujet qui arrive sur Endurance Mag là dans la semaine sur les Peugeot 9X8
Alors je vais pas taper trop dessus, hein. Bon, Ah bah non. on tire pas sur une ambulance, mais en fait, pourquoi je le sors là, c'est parce que ça fait 2 ans jour pour jour que les 9X8 ont débuté en course. Ça fait maintenant 2 ans. Ouais, c'était le 10 juillet à Monza. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit bilan. Ça, avec la manche qui arrive là ce week-end au Brésil en WEC, ça fera 15 courses pour les 9X8, ce qui est quand même beaucoup comparé à d'autres voitures. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit bilan, 15 courses, 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Spoiler, pas grand-chose. Aïe. Mais bon, voilà, il y a eu, apparemment, au Mans, il y a eu quelques échanges entre l'état-major de la CO et des personnes chez Peugeot qui confirment que le programme n'est pas menacé et qu'ils seront bien là l'année prochaine, mais toute la réflexion que je mène dans l'article, c'est, à mon avis, Le Mans 2025 sera le point culminant ou le point de rupture. C'est s'il n'y a pas de résultat début 2025, et notamment aux 24 heures du Mans 2025, je donne pas cher de la suite du programme 9X8. Voilà, donc ça c'est l'actu, et puis je suis en train de bosser un peu en sous-marin sur un truc, plus trop en sous-marin vu que j'ai dit que j'allais peut-être avoir Valentin Asclo. Mais non, mais je prépare un truc sur, alors plutôt pour Auto Hebdo pour le coup, sur l'Aston Martin Vantage AMR, je sais plus comment il l'appelle cette année. Mais bref, la nouvelle version de l'Aston Martin, parce que c'est quand même une voiture qui carbure fort. Je veux dire, elle a commencé à Daytona, et victoire aux 24 heures de Spa-Francorchamps il y a quelques jours. C'est ça. En ELMS, là, quand on parle de Valentin Asclo, il était au volant d'une GT3 de la nouvelle. En fait, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, esthétiquement, là, et en plus, à Imola, c'est super beau. La réalisation télé, elle est incroyable. Il y a vraiment les plans, tu sais, sortis du dernier virage, accélération. Ah ouais. Les plans 3/4 arrière, où c'est vraiment là où je trouve que les GT sont souvent les plus belles. 3/4 arrière, pleine prise de vitesse. Et je trouve que l'Aston Martin, elle a de plus en plus des éléments qui font proto. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Ils ont trouvé un truc sur cette voiture, et donc j'ai envie de creuser un petit peu. Donc je vais échanger avec quelqu'un chez Aston Martin. Trop bien. Aston Martin Racing, plutôt sur le volet, on va dire, commerce, enfin, tu vois, compétition client, etc. Donc voilà, je vais avoir des infos normalement, donc je vous en ferai je vous en donnerai la primeur aussi la semaine prochaine ici. Bon bah trop bien. Ah et puis moi tiens en parlant de sous-marin, alors c'est pas sous-marin mais je sais pas à quel moment on pourra communiquer mais bon j'imagine qu'on peut bientôt. En tout cas le 21 juillet, je sais que vous êtes fan d'endurance mais je vais pouvoir commenter mon premier Grand Prix de Formule 1 alors voilà je voulais le partager avec vous. Mais si, ça sera sur C8 et ça sera le Grand Prix de Hongrie à Budapest donc voilà je tenais à l'annoncer. Ici à l'Endurance Club, voilà, parce que vous faites partie du club, donc voilà, on est ensemble. Comme ça, moi, je sais qui aura écouté si vous en parlez. Après, un petit rêve de gosse ou pas plus que ça? Un rêve plus de jeunes professionnels. Après, tu t'es dit, tiens, un jour, ça pourrait être pas mal de faire. Ouais. Disons que c'est quasiment un aboutissement, parce que je regarde la Formule 1 depuis 91, donc j'ai attendu un petit peu avant de... Ah ouais. J'ai quasiment attendu. Ah, c'est dommage, j'aurais préféré commenter en 2025, ça aurait été 24 ans après la première fois que j'ai regardé la Formule 1. Ah ouais, c'est dommage, j'aurais bien aimé marketing, au niveau marketing, ouais, avoir le 24 aussi. Et du coup, c'est pour ça que depuis ce matin, depuis qu'on se parle, parce que les gens n'ont pas l'image, mais c'est pour ça que t'es habillé de la tête aux pieds avec une tenue Michael Schumacher, non? Parce qu'il a le drapeau, il a tout, c'est pénible, hein. Michael Schumacher Forever. Ah bah bientôt on va filmer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, mais on va basculer en format vidéo. Enfin, vous aurez toujours les podcasts que vous écoutez là sur votre plateforme préférée. Et n'hésitez pas d'ailleurs, c'est le moment à nous lâcher un petit commentaire, à mettre des étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, ça n'existe plus. Bref, YouTube, là où vous nous écoutez. Amazon. Et bientôt, on va aussi avoir du format vidéo pour la rentrée. On va essayer de faire ça pour la rentrée. Il faut juste qu'Anthony aille chez le coiffeur. Bravo. Ouais, il faut qu'Anthony aille chez le coiffeur et puis que je range un peu derrière moi, mais ça va le faire. J'ai sorti toutes mes affiches de 12 heures de Sebring, donc je suis en train de réfléchir à refaire un décor derrière moi. Je vous ferai, quand on fera de la vidéo, je sais comment je vais utiliser le format vidéo parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer. Et en plus, là, et après on finit parce que ça n'intéresse absolument personne. J'ai commandé une miniature au 1.18. On fera le unboxing en direct si tu veux. Génial. Ah bah alors avec plaisir. Ça marche bien sur les réseaux unboxing. Voilà. Bien sûr. On fera ça en exclu. Bon bah merci Geoffroy, en tout cas c'était un plaisir, comme d'habitude.
Eh ben, plaisir partagé, pardon. Je m'étais déjà, je m'étais déjà débranché, tu vois. J'avais reculé de mon micro. T'étais Plaisir parti. partagé. Ouais, je suis T'étais parti, là, parti. je me refaisais un caf. En tout cas, prochain rendez-vous 25 août, donc il va s'en passer évidemment des choses parce qu'on va revenir sur l'épreuve, bien sûr, vous le savez, du WEC, ça sera donc à Interlagos Ouais. le 14 juillet, le fameux. Donc on va faire un épisode évidemment la semaine prochaine là-dessus. Mais pour le LMS, donc rendez-vous le 25 août. J'espère que vous allez venir nombreux. Si vous nous écoutez sur l'Endurance Club, on va reformer le club sur place. Voilà. Si vous êtes présent, j'y serai, j'aurai la chance d'y être grâce à l'ELMS qui m'envoie sur les épreuves. Quel bonheur, ça aussi. Donc voilà, si vous continuez de faire partie du club et si vous voulez justement profiter avec nous, eh ben, n'hésitez pas, comme l'a dit Geoffroy, à mettre un petit commentaire, à mettre des étoiles, 5, pas moins. Voilà, on n'en veut pas moins. Et sinon, vous en mettez pas. Et donc, bah, si vous voulez partager avec nous votre passion, eh bien, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus aussi pour échanger avec nous. C'est un plaisir. On se retrouve chaque semaine. Vous connaissez maintenant le rendez-vous. Ce sera le 24e numéro la semaine prochaine. Voilà, ça a tout un symbole évidemment pour l'Endurance Club, notre podcast hebdomadaire que j'ai le plaisir d'animer avec Geoffroy Barre. Salut Geoffroy, salut tout le monde et à la semaine prochaine.